Est-ce que j'ai le droit de dire que tu t'es cassé la gueule sur des Legos? Mesdames et messieurs, bienvenue Aux enfants de la patrie. Pourquoi arrêter de boire jusqu'aux élections? C'est une folie. Cette lasagne institutionnelle. Lasagne institutionnelle. Lasagne institutionnelle. Cette lasagne est devenue un peu indigeste. Bonjour à toutes et tous, on est super heureux de vous retrouver. Ça fait un petit bout de temps, on a eu quelques petits soucis en interne, notamment par le fait que Brieux s'est cassé la nénette sur des Legos. Et oui, ça existe, ce n'est pas qu'une excuse. Donc voilà, donc maintenant on est reparti avec un nouveau rythme pour une vidéo qui va parler aujourd'hui d'une question que tout le monde se pose ici en Belgique. Comment ça se fait que ça prend autant de temps de faire un gouvernement? Et on va y répondre. D'abord, on va parler de ça, ensuite on va un petit peu parler de ce qu'est un gouvernement, et puis finalement on va parler un petit peu d'un palmarès. On va vous faire un petit palmarès de tous les gouvernements en Belgique qui ont pris de temps pour se former. C'est parti. Déjà, on peut vous le dire, c'est au niveau du gouvernement fédéral que ça galère. Au niveau des régions et des communautés, ça va, la formation de gouvernement ne prend pas autant de temps. Vous le savez sûrement, nous en Belgique, nous ne sommes pas une république comme en France, nous sommes une monarchie constitutionnelle et une démocratie parlementaire. Ça vous semble compliqué? Ça n'est pas tant que ça, on va décortiquer ça, et d'ailleurs nous en Belgique, on est très balèze pour décortiquer les trucs. Alors, on va décortiquer ça, donc le mot monarchie. Qu'est-ce que ça veut dire la monarchie? La monarchie, ça veut dire qu'on a un roi. Chez nous, c'est Philippe de Belgique. Il est le chef du pays. Et à un moment, il va prêter serment et dit « Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge. » C'est la Croix-Scout, mais c'est sensible. Voilà, on va dire qu'il met pas ses doigts comme ça, mais vous le verrez parce qu'il y a des images d'archives. Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge. Puis on s'intéresse à constitutionnel. Constitutionnel, ça veut dire que le recueil de textes le plus important en Belgique, qui est au-dessus de toutes les lois des régions, des lois des communautés, des décrets et autres, eh bien c'est la Constitution. Ça n'a aucun sens. Calmez-vous Marc, vous allez tout comprendre. C'est ça ce qu'on appelle le multiverse. Dès que tu crées une loi ou dès que tu crées un décret, enfin pas toi mais les parlementaires, ils doivent être sûrs que ce décret ou cette loi, elle respecte la Constitution. Parce que la Constitution, c'est à l'intérieur de ce texte qu'il y a toutes nos libertés fondamentales, qu'il y a nos droits fondamentaux, donc c'est un texte extrêmement important. C'est par exemple la Constitution qui prévoit les couleurs du drapeau de la Belgique, que vous avez ici. C'est par exemple la Constitution qui prévoit les pouvoirs du roi. C'est par exemple la Constitution qui a aboli la peine de mort ou qui prévoit l'inviolabilité du domicile. Ça veut dire, l'inviolabilité du domicile, que c'est très compliqué d'entrer chez les gens parce que c'est leur propriété privée. La Belgique, c'est aussi une démocratie parlementaire. Ce qui veut dire que, puisque c'est une démocratie, c'est vous qui décidez de ce qui est bon pour le pays ou pas. Enfin, c'est pas vous exactement, parce qu'en fait, on n'est pas une démocratie directe. Nous, on est une démocratie représentative. Ça signifie qu'en fait, votre rôle à vous, et mon rôle à moi finalement, parce que je suis un citoyen comme les autres, c'est d'élire les représentants en période élective. Et là, on y arrive en 2024. Mais donc on parle de démocratie parlementaire. Démocratie parlementaire, ça veut dire qu'en fait c'est dans les parlements, parce que nous, Dieu sait si on a beaucoup d'ailleurs des parlements en Belgique, c'est dans les parlements que sont décidées les lois, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important à savoir. Dans le monde, il y a la plupart des pays démocratiques ont un parlement, et il y a certains parlements qui ont 2 chambres. Certains autres en ont une. Eh bien nous on a 2 chambres dans notre parlement. On a d'un côté la chambre des représentants, de l'autre côté, le Sénat. C'est pour ça qu'on dit qu'on a un parlement qui est bicaméral qui a 2 chambres, en gros. La Chambre des représentants, c'est la partie du parlement la plus importante. Le Sénat a beaucoup moins de pouvoir, car au fil des réformes de l'État, le Sénat a perdu de plus en plus de son pouvoir pour en avoir de moins en moins. Donc on l'a déjà dit, tous les 5 ans, nous maintenant en Belgique, on est appelé aux urnes, comme on dit, pour élire nos représentants dans les parlements fédéraux, régionaux et communautaires. Ça va nous arriver en 2024, ça vous le savez. Mais quand il y a eu les élections, après il faut former un gouvernement. Et c'est à ce moment-là que ça part en live et que ça devient compliqué et que c'est une galère, et je vous explique pourquoi si vous restez. Donc 2019, il y a eu les élections fédérales qui prenaient et qui décidaient qui seraient les représentants, qui prendraient les décisions autant pour la Flandre que pour la Wallonie que pour Bruxelles. Donc en 2019, il y a eu des résultats électoraux. Forcément, chaque parti a eu des résultats différents, et c'est à partir de ces résultats qu'il y a eu la création de ce qu'on appelle des rapports de force.
En gros, les rapports de force, ça veut dire que chaque parti ayant un pourcentage différent, plus tu as un pourcentage élevé, plus tu as de voix donc plus tu as de députés, et donc plus tu es en bonne position pour négocier lorsqu'il y aura la formation du gouvernement. Parce que oui, une bonne partie de la complication de notre système électoral en Belgique se cristallise au moment de la formation du gouvernement. Ici, vous allez voir apparaître un tableau qui montre les différents résultats en 2019 en fonction des partis. Eh bien, pour faire court, plus le parti est situé au-dessus de ce tableau, et plus il est en bonne position pour négocier parce qu'il a eu des bons résultats. Est-ce que je prendrais le canard ? Il faut savoir qu'historiquement, il y avait des partis qui faisaient des super résultats électoraux. On va dire de 1830 à 1916 par exemple, les libéraux et les catholiques se sont partagés le pouvoir juste entre eux. Et après cette période, donc après 1916, il y a les socialistes qui sont venus un petit peu se rajouter à l'équation, et à eux trois, ces trois partis, ces trois grands partis, ils se sont partagés le pouvoir jusqu'à il n'y a finalement pas si longtemps. Ils étaient quasi toujours dans les gouvernements, voire toujours. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, en 2019 notamment, et peut-être un peu avant, les cartes ont été un petit peu rebattues. Pourquoi est-ce qu'elles ont été rebattues? Eh bien, je te le donne en mille, parce que il y a eu des nouveaux partis qui ont émergé et qui ont eu des résultats qui étaient très importants. Donc en 2019, par exemple, par comparaison avec 2014, eh bien, les partis dits traditionnels, ils perdent des plumes. Ils perdent des plumes au profit notamment des partis dits d'extrême, donc notamment du Vlaams Belang dont on a parlé dans la vidéo précédente et j'espère que tu as regardé, sinon pas content, et notamment aussi par exemple de la gauche radicale, donc le Parti travailliste de Belgique, le PTB. Mais donc ça fait sens, s'il y a trois partis qui se partagent quasi tous les résultats, c'est facile, ils se mettent entre eux et forment un gouvernement. Mais plus il y a de petits partis et plus ils doivent prendre des petits arrangements entre eux, et plus c'est compliqué de former un gouvernement, j'ai envie de dire, c'est mathématique. Athlétique, c'est mathématique. Et donc c'est toute la question de comment on forme un gouvernement majoritaire. Majoritaire, il va falloir que tu retiennes bien ce mot, parce que là, tu vas en avoir pour ton argent. Je vais un peu t'expliquer comment est-ce qu'on forme un gouvernement. Alors d'abord, il faut savoir que pour former un gouvernement, il faut que les partis qui composent le gouvernement forment une majorité. C'est pour ça qu'il faut retenir majoritaire, c'est méga important. Donc en gros, il faut avoir plus de 50% des sièges. Mais évidemment, ça n'arrive plus maintenant qu'un seul parti ait à lui tout seul 50% des sièges. Donc pour ça, il doit faire ce qu'on appelle une coalition. Une coalition, ça veut dire qu'ils se mettent ensemble pour que, à eux, ils arrivent à une majorité rassemblée. Il faut savoir que nous, en Belgique, dans notre Parlement fédéral, on a 150 députés qui se partagent en fonction des résultats de chaque parti. Mais donc, pour avoir une majorité qui est dite une majorité absolue, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut la moitié des 150 députés plus 1. Donc, on va faire un petit calcul simple. La moitié, 75 plus 1, ça fait 76. Donc, théoriquement, pour former un gouvernement, il faut qu'il y ait 76 députés qui soient dans la coalition, donc qui soient dans la majorité. Donc ça, c'est le strict minimum, 76 députés. Je veux dire, c'est le strict minimum. On va prendre un exemple. En 2019, le Parti socialiste a fait les meilleures voix comme parti francophone, et donc il a fait 9,46% des voix au fédéral, donc au total, ce qui veut dire que ça lui a donné le droit à 20 députés. Mais 20 députés, puisque une majorité c'est 76, tu comprends bien qu'avec 20 députés, il ne va pas aller très loin. Donc alors, ce qu'il va devoir faire, tiens, je vais aller chercher d'autres partis, et avec ces autres partis-là, je vais essayer de former un gouvernement pour qu'en additionnant tous nos députés, on arrive à au moins 76. Donc pour avoir un gouvernement majoritaire, il y a au moins deux grandes conditions que tu dois respecter. Tu dois avoir au moins 76 députés, donc avoir une majorité absolue pour former ton gouvernement, mais en plus de ça, il faut que dans le gouvernement, il y ait des partis qui soient des partis flamands, et des partis qui soient wallons et donc bruxellois. Donc il faut qu'en fait il y ait dans les communautés linguistiques, il faut qu'il y ait une bonne répartition, il faut qu'il y ait un équilibre. D'ailleurs c'est la même chose au niveau des ministres. Lorsque le gouvernement est formé, il faut qu'il y ait une parité linguistique au niveau des ministres au sein du gouvernement. Bah oui, c'est compliqué, hein. Oui, ça c'est ce qu'on dit. Et donc c'est ce qui rend l'exercice si délicat. Toujours délicat, hein? Toujours délicat. Nous, notre gouvernement actuel, donc nous sommes ici en 2023, s'appelle la Vivaldi. La Vivaldi, c'est un gouvernement qui est composé, tenez-vous bien quelque part, asseyez-vous, de 7 partis politiques.
7 partis politiques des 4 couleurs, des 4 grandes couleurs politiques du pays. Et donc c'est pour ça qu'on l'a appelé la Vivaldi, parce que Vivaldi c'est un compositeur qui a notamment composé les 4 saisons, quattro stagioni, comme la pizza. Et donc du coup, les 4 saisons, la Vivaldi, t'as capté, voilà. Il y a plus d'infos en description si tu veux regarder. Je dépose le Bouddha, je prends le calepin pour la démonstration qui suit. On va faire le compte pour voir s'ils sont majoritaires dans la Vivaldi. Alors, on a le PS qui a 20 députés et Voorhout qui en a 9. Donc ça, ce sont les socialistes, flamands et francophones. On a le MR qui a 14 députés et l'Open VLD qui a 12 députés. Ça, ce sont les libéraux. On a Écolo qui a 13 députés et on a Groen qui a 8 députés. Ce sont les écologistes, sans grande surprise. Et la dernière couleur, c'est le CDNV, qui sont traditionnellement les catholiques. Donc pour un total de 88 députés, on a un gouvernement chouette, 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 chouette. Fumée blanche, confetti, tarte aux abricots, pot de fête et gros cigares, c'est parti. Ils ont 88 députés, mais pourquoi ils ne sont pas arrêtés à 76? Eh bien, si tu en as 76 et qu'à un moment durant la législature, donc le moment qui dure 5 ans où il règne, on va dire, le mot n'est pas bien choisi, mais bon, et s'il y en a un qui te fait défection, donc si tu as un député qui dit « Ciao, moi ça m'intéresse plus d'être avec vous », eh ben là tu te retrouves à 75 députés, et alors là tu es dans la mouise. C'est pour ça qu'ils essaient d'avoir une marge pour être confortable. Donc on le disait tout à l'heure, ça c'est une des combinaisons qui était possible, et c'est celle qui a été retenue, mais il y avait d'autres combinaisons possibles. Mais un truc qui est compliqué, c'est que, comme on disait, il y a le Vlaams Belang, qui est un parti d'extrême droite, donc on a parlé, il y a le cordon sanitaire, personne ne veut s'allier avec eux. Donc eux, tous leurs députés, et ils en ont beaucoup, ils sont mis de côté. Il y a la NVA. La NVA, c'est un parti de droite nationaliste, de droite dure, qui n'est pas d'extrême droite, mais la gauche en francophonie, elle est vraiment très 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 frileuse à l'idée de s'allier avec la NVA. Donc allez, on peut mettre parfois la NVA de côté. Le PTB, qui est un parti de gauche radicale, eh ben, il y en a aussi beaucoup parmi les partis traditionnels qui sont très frileux à l'idée de se mettre avec eux. Et quand on prend tous leurs députés, eh ben, ça nous fait un total de 55 députés qui sont plus ou moins inutilisables, en tout cas qui l'ont été lors des dernières négociations. Donc ça c'est un peu compliqué parce qu'alors ça réduit la marge de manœuvre pour former un gouvernement. Tu comprends-tu? Mais alors, Damien, c'est moi. Pourquoi est-ce que c'est aussi galère de faire un gouvernement? Eh bien, on va expliquer ça avec 3 raisons. Les 3 raisons sont les coutumes, les projets et les humains. On y va. En Belgique, il faut savoir que c'est le rôle du monarque, donc du roi ou de la reine, en fonction, de désigner les personnes qui vont commencer à mettre les gens autour de la table pour réfléchir au gouvernement. Donc le roi, d'abord, il va rencontrer tous les chefs de parti à son palais, et puis ensuite, il va désigner un informateur, ou alors il va désigner un préformateur, un formateur, il va désigner un démineur. En fait, c'est plein de noms que tu pourras voir d'ailleurs par la suite, parce qu'on a une espèce de petit lexique qui permet de voir ça grâce au CRISP. Bref, le but de tous ces gens, c'est d'essayer de mettre les différents partis autour de la table et de prendre la température. Donc déjà, aller négocier, aller écouter, aller rencontrer tout le monde, déjà ça prend énormément de temps. Première chose. Donc si vous voulez recomprendre le rôle des informateurs, des formateurs et autres, allez voir dans le vocabulaire du CRISP qui est en description parce que c'est super intéressant, c'est super bien fait, c'est nos partenaires et donc on vous le conseille fortement. Durant la campagne électorale, la plupart des partis, ils auront promis des choses, ils se seront engagés à certaines choses. Et donc du coup, ils vont devoir s'arranger pour que leurs projets, leurs idéologies, leurs valeurs se retrouvent représentés dans un document extrêmement important qui s'appelle l'accord de gouvernement. L'accord de gouvernement, en fait, c'est un texte, une espèce d'engagement que vont prendre les partis qui s'apprêtent à former un gouvernement, un engagement auprès des citoyens, des électeurs, en disant « Nous, voilà ce qu'on va faire, voilà quelles vont être notre priorité durant cette législature. » Et donc ça, c'est un moment de négociation extrême parce que chaque parti va essayer d'avoir, on va dire, son trophée de chasse accroché sur le mur en disant « Regardez, chers citoyens qui avaient voté pour moi, eh bien, j'ai réussi à obtenir ça dans l'accord de gouvernement. » Donc c'est un moment crucial de négociation qui prend beaucoup de temps. Et puis ensuite, ils doivent se mettre d'accord en fonction de leurs idéologies, de leurs idées, de ce pourquoi ils sont engagés auprès des citoyens. Donc il y a certains partis qui veulent plus de social, d'autres veulent plus de liberté, les libertés économiques. Il y en a d'autres qui veulent taxer les riches, il y en a qui veulent plus d'écologie.
Et en fait, tous ces partis-là, ils veulent être sûrs qu'ils pourront montrer aux citoyens qui ont voté pour eux que lorsqu'ils entrent dans un gouvernement, toutes ces valeurs-là, elles sont bien prises en compte dans l'accord de gouvernement. Je recommence, hop là. Comme on dit, là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie. En fait, il y a certains partis, il y a certains individus qui ne peuvent tellement pas s'encadrer que c'est même difficile d'imaginer qu'ils puissent aller ensemble dans un gouvernement. En fait, déjà, il faut se rappeler qu'il y a des partis d'opposition. Donc, il y a des partis qui se mettent ensemble pour former le gouvernement et qui font ça pendant 5 ans ensemble. Mais il y a des partis qui ne sont pas dans le gouvernement et donc qui sont dans l'opposition. Et l'opposition, qu'est-ce qu'elle va faire pendant ces 5 ans-là? Eh ben, elle va tirer à boulet rouge sur le gouvernement. Donc elle va dire on n'est pas d'accord avec ça, on n'est pas d'accord avec ça. Mais donc ce qui fait que lors de la formation du gouvernement d'après, eh ben alors ça fait 5 ans que eux ils tirent à boulet rouge sur le gouvernement. Donc il y a des partis qui se disent non, on ne veut pas gouverner avec eux. Mais donc ça c'est, on va pas, sans même parler des partis, il y a aussi les facteurs humains. Il y a certains individus qui simplement ne peuvent pas s'encadrer en tant qu'individus et donc qui freinent des 4 fers pour ça. Il y a même parfois des partenaires de gouvernement, donc qui étaient dans un gouvernement ensemble, qui ont tellement détesté gouverner ensemble, qui disent on ne veut pas remettre ça. Donc voilà déjà quelques explications qui éclairent pourquoi ça prend autant de temps de former un gouvernement en Belgique. Alors c'est quoi l'avantage de notre système à nous? L'avantage, c'est qu'en fait, puisqu'on a beaucoup de partis avec beaucoup d'idéologies différentes, en fait tout le monde y trouve un peu son compte. Nous on est dans une culture du compromis. Donc il n'y a pas un parti qui va tout avoir et tout faire et une partie des électeurs qui seront tout le monde sera content. Non, nous on est dans le compromis, donc chacun essaie de ménager la chèvre et le chou comme on dit et que chacun puisse avoir quelques petites victoires. Ça c'est notre avantage du compromis à la belge comme on l'appelle. Par contre, là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est qu'en effet, parfois, il y a tellement de compromis que ça veut dire que personne n'est content. Donc les socialistes vont dire bah nous on a voté pour ça et on n'a pas ça. Les écologistes vont dire nous on a voté pour ça, on n'a pas ça. Les libéraux vont dire voilà, vous avez compris l'idée. Donc ça signifie que parfois les citoyens ne sont juste pas contents parce qu'ils voient les choses avancer trop lentement. Mais certains disent que parfois, dans certains pays, quand il y a par exemple des présidents qui ont énormément de pouvoir, eh ben tout avance très rapidement mais tout peut reculer très rapidement. Nous ça avance lentement, mais on peut dire que c'est quand même plus pérenne, donc que c'est plus durable. Vous le savez, on a des élections en 2024, et pour les élections en 2024, on peut s'attendre à ce que la formation du gouvernement, ça prenne encore du temps. Parce que vous savez, c'est en juin que sont les élections fédérales, vous le savez peut-être aussi, c'est en octobre que sont les élections communales, eh ben, les politiciens vont probablement attendre que toutes les élections soient passées afin de voir un petit peu tous les rapports de force dont on parlait tout à l'heure et pour décider un petit peu ce qu'on va faire comme gouvernement fédéral ou gouvernement des régions parce que tout ça va être négociation. Donc on peut s'attendre à ne pas avoir de gouvernement avant au moins 2025. On peut vraiment penser partir là-dessus. Ouais. Et donc je termine en beauté avec un petit truc un petit peu plus léger avec le palmarès des gouvernements qui ont pris le plus de temps à se former en Belgique. C'est parti, je vous le lis parce que je ne l'ai pas retenu par cœur, vous vous en doutez. En 3e position, tout à fait brave, on retrouve celui de 2017. La formation du gouvernement a duré presque 200 jours. On les félicite, ils peuvent aller rechercher leur prix. C'est de la confiture à la myrtille. Je sais pas pourquoi. En 2e position, on retrouve le gouvernement actuel, la Vivaldi. Il aura fallu près de 500 jours entre les élections et le moment où Alexander De Croo est devenu Premier ministre. Donc encore une fois, c'est un score tout à fait honorable. Et finalement, le record, c'était en 2010-2011. Alors là, le gouvernement a été formé par Elio Di Rupo en 588 jours. Et donc ce jour-là d'ailleurs, on a pulvérisé le record mondial, tout à fait le record mondial mes amis, du temps pour former un gouvernement. Donc cocorico, hashtag fierté, hashtag on est content, hashtag Belgique. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin, vous êtes triste, vous êtes déçus, vous allez retourner à votre vie et moi aussi. Mais avant cela, il fallait remercier certaines personnes. Il faut remercier les centres InfoJeunes qui sont toujours là pour nous soutenir et qui sont la base de notre existence. Il nous faut remercier bien entendu Jean Faniel du CRISP et le CRISP de manière générale pour leur relecture attentive et pour toutes les informations qu'ils nous donnent. Donc n'hésitez pas à aller consulter leur lexique parce que c'est vraiment très très bien fait. Donc on se revoit bientôt pour la prochaine vidéo et spoiler alert, la prochaine vidéo c'est sur le rôle du roi, la queen, enfin le roi non, le roi du coup pas la queen, c'est le king de Belgique.
Salut, à plus!